fera une bonne politique, je ferai une bonne économie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ce magazine Économie pour tous. Votre magazine, notre magazine. Notre mission est là pour vous servir. Alors, nous allons évoluer avec notre sujet. Mais cette fois-ci, je dois parler de la gestion des entreprises publiques. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec mon invité de tous les jours, de tous les temps, M. Simon Bosoki Amputu, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame ITT, bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Vous allez bien? Ça va, ça va. Un peu changement de saison, on a toujours parfois quelques petits bobos, mais ça va. 6e fois consécutive, état d'urgence prorogé. Oui. Cette fois-ci, c'était apparemment un peu chaud à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a eu beaucoup de voix qui s'étaient opposées à la prolongation. Finalement, ils ont accepté en demandant que le gouvernement présente une feuille de route avec un plan, avec les mesures pour accompagner l'état d'urgence. Je crois que c'est la dernière. C'est une bonne chose que on puisse, c'est ce qui est prévu, je crois, par la loi. Il faut que l'état d'urgence soit accompagné d'un train de mesures permettant la sortie progressive de la situation qui nous a mis là-dedans. Mais la maladie est encore en train d'aller vers les pics. On a dépassé les 7000 cas. Oui, déjà, oui. Et apparemment, tant qu'on n'a pas entamé la phase descendante, on va continuer à être dans l'état d'urgence avec tout ce que ça comporte comme restrictions des libertés, des mouvements. Nous, comme fermiers dans le Congo central, on ne sait pas s'occuper de nos champs. Bien, c'est compliqué, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi tant que c'est pour l'intérêt général et le bien-être collectif, mais malheureusement sur le terrain, il y a beaucoup de choses pas très normales, puisque les membres de l'équipe de riposte se plaignent des impayements depuis 3 mois. Ils sont en grève, ils ont brûlé des pneus, et pendant qu'il faut que là-bas, on regarde aussi dans la gestion des ressources affectées à... Parce que nous sommes dans l'économie. C'est ça, c'est important. C'est important. Que ces ressources soient réellement destinées, puisque le gouvernement a dépensé plus de 20 millions de dollars. Docteur Mouyembena a reçu que 1,4 million. Le ministre de la Santé dit avoir reçu que 3 millions. Il y a plus de 17 millions qui planent un peu en l'air. Donc, le peuple que nous sommes a besoin, a droit à des explications. Ok. Alors, on va parler aujourd'hui de la gestion des entreprises publiques. Madame, Messieurs, vous serez d'accord avec moi que nous venons d'assister à la nomination des nouveaux mandataires. Avec l'Excellence, vous aurez essayé de décortiquer un peu. Excellence, comment avez-vous apprécié cette nomination? Bien, je crois qu'il y a 2 semaines, on a nommé des nouveaux mandataires à la tête de quelques entreprises publiques, notamment des entreprises structurantes comme l'Ex-Sonatra, la SCPT, il y a la RVA, il y a les lignes maritimes congolaises, d'autres comme la RPTC. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous poser la question qu'est-ce qu'on peut attendre des nouveaux mandataires par rapport à la situation actuelle des entreprises publiques. Ces entreprises publiques qui sont malades, qui sont généralement, il y en a qui sont presque à l'état de faillite, qui connaissent des retards de paiement monstres, parce qu'il y a aussi la GECAMINE et la SNCC, où les mandataires qui étaient nommés déjà depuis plus d'1 an viennent d'être installés maintenant. Donc ces mandataires, nouveaux conseils d'administration, des nouveaux gestionnaires, des directeurs généraux, leurs adjoints, ils doivent donc mettre en œuvre
les, la bonne gestion. Okay. Quand vous parlez de la bonne gestion, c'est-à-dire? La bonne gestion, bon, puisque j'ai dit tout à l'heure que ces entreprises sont généralement malades ou quasiment en faillite, okay. Beaucoup sont en cessation de paiement parce qu'elles n'arrivent pas, quand les entreprises ne payent pas leur personnel pendant une année, il y en a pendant 3 ans, c'est une situation de cessation de paiement. En droit commercial, la faillite est déclarée en cas de cessation de paiement, c'est-à-dire vous ne savez plus honorer vos engagements et votre crédit est ébranlé. C'est-à-dire le crédit est ébranlé, c'est-à-dire aucune institution financière, aucune banque ne peut plus vous faire du crédit. Et beaucoup d'entreprises sont dans ce cas-là. Donc il n'y a que l'État qui souvent vient à leur rescousse. Et donc je crois que les mandataires qui arrivent devraient donc produire des résultats. Des résultats, c'est-à-dire produire les biens et les services pour lesquels ces entreprises ont été créées et faire des profits, puisque ce sont des entreprises commerciales finalement, comme finalité de gagner de l'argent, faire du profit. Avec les profits, elle peut renouveler ses investissements et peut même payer, contribuer au budget de l'État. Parce que par des dividendes, or aujourd'hui la plupart des entreprises ne payent plus les dividendes, ou parfois même les payent en prélevant sur leur capital parce qu'ils ne font pas de bénéfices. Mais il faut voir quels sont les problèmes auxquels ces mandataires doivent faire face. Il y a des problèmes d'ordre institutionnel, donc liés au texte, aux structures, aux lois, aux règlements qui organisent et réglementent le fonctionnement de ces entreprises. Et il y a des problèmes d'ordre managérial, donc liés à la gestion quotidienne, et notamment dans les problèmes managériaux, il y a des problèmes comportementaux, des problèmes liés à l'éthique, des problèmes liés à la moralité, si on peut dire. Du point de vue structurel ou institutionnel, nous voyons que ces entreprises ont été transformées. Il y a eu une réforme où la plupart des entreprises sont devenues des sociétés commerciales. Avant, c'était des établissements publics ou des sociétés du portefeuille, donc qui n'étaient pas soumises au droit commercial. Ils avaient un peu un statut particulier. Mais maintenant, c'est devenu des sociétés commerciales, mais à actionnaire unique. Jusqu'ici, il n'y a que l'État qui est le seul actionnaire. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le processus de la réforme, il fallait d'abord stabiliser ces entreprises, les rendre viables, qu'ils puissent retrouver une gestion normale, qu'ils commencent à réduire leur endettement. Beaucoup d'entreprises ont un endettement excessif, des dettes colossales, notamment la dette sociale. On appelle la dette sociale, c'est la dette liée au salaire, aux arriérés des salaires, aux retraites. Une entreprise comme l'ex-Sonatra, la SCTP, a à peu près 18 000 agents, donc presque 11 000 retraités. Donc les actifs sont à peu près 7 000 ou 8 000. Les retraités sont plus nombreux. Mais les retraités, là, on continue à les payer chaque mois parce qu'on n'a pas d'argent pour les libérer. Donc, il y a un agent qui travaille pour payer 2 agents et demi. C'est pas un handicap oui, c'est un handicap majeur. Donc, ce qui fait que, vous voyez, la masse salariale qui doit payer 18 000 personnes pour 7 000 personnes actives, c'est déjà une situation normale. C'est parce que déjà, la gestion a accumulé beaucoup d'endettement. La société, l'argent qu'elle prélevait sur les travailleurs pour leur pension n'avait jamais été versé à l'INSS ou à la CNSS aujourd'hui. Donc, mais maintenant, il n'y a pas un service d'audit pour essayer de contrôler, de voir ce qui se passe. Ben oui, toutes les entreprises publiques avaient des commissaires aux comptes.
avait été soumis au contrôle du Conseil supérieur du portefeuille, parce que les sociétés commerciales n'ont maintenant qu'une seule tutelle, c'est le ministère du portefeuille. Avant, les sociétés avaient toujours plusieurs tutelles. Par exemple, l'Exonatra, il y avait le ministère des Transports et les portefeuilles. Mais on voit toujours des interventions des tutelles techniques qui continuent, alors qu'on les a supprimées. Mais ils ne laissent pas toujours tomber. Il y a l'inspection générale des finances, même la Cour des comptes, qui ont le pouvoir de contrôler tout ce qui touche à des fonds publics. Mais souvent, les rapports qui sont établis par les commissaires aux comptes, par les inspecteurs, même pour le budget de l'État, chaque année, la Cour des comptes fait des rapports, parfois l'inspection générale des finances. Mais ces rapports ne sont pas exploités par le gouvernement ou parce que nous allons y arriver parce que nous sommes partis des nominations. Quand on voit les défis qu'il faut relever, donc les défis de parachever la réforme faut rendre ces entreprises rentables, que leur gestion devienne beaucoup plus efficace avec des résultats, à moins qu'on sente une amélioration, pour permettre l'ouverture du capital. Parce que la finalité que ces sociétés ne doivent pas garder l'État comme seul actionnaire. Il faut trouver des actionnaires privés qui peuvent amener des capitaux frais, même des nationaux, des Congolais qui ont de l'argent, ils peuvent investir, devenir actionnaires dans ces sociétés. Mais pour attirer les investissements privés, il faut que les gens voient clair que les choses sont bien gérées. Un bon père de famille, ils peuvent voir les perspectives des bénéfices à venir. À ce moment-là, les gens pourront être attirés à mettre leur argent. Comme tu dirais, soigner d'abord l'image interne pour valoriser, attirer l'extérieur. Oui, tout à fait. Vous montrez de quoi vous êtes capable déjà à l'interne par vous-même, comme ça, vous pouvez attirer des gens de l'extérieur pour venir vous soutenir. Mais il y a plusieurs défis à relever. Donc ça, c'est un grand défi. Mais ce qui suppose des gestionnaires performants. Donc des gestionnaires qui sont à la hauteur des défis, d'abord qui comprennent les enjeux, qui ont vraiment une culture de gestion, de gouvernance. Ah bon? Mais non, alors là, il faudrait savoir, est-ce que la désignation de ces mandataires, c'était vraiment une désignation correcte ou... Bon, quand vous voyez la réaction de l'opinion après la désignation de la plupart de ces mandataires, c'est une réaction qui est de manière générale assez décevante. C'est la déception de voir que on a continué à utiliser les mêmes critères. Le même système. Ce sont des critères clientélistes. Ce sont des représentants des partis politiques au pouvoir. Même dans les entreprises publiques. Oui, dans les entreprises publiques. Tout ce qu'on a nommé la plupart, ce sont des gens présentés par les membres de la coalition qui est au pouvoir. Donc là, c'est déjà un premier problème, un gap. Mais plutôt, à la place, il fallait faire quoi? Bon, moi j'ai toujours soutenu, parce que j'ai beaucoup travaillé comme consultant dans la réforme de ces entreprises, j'ai toujours soutenu qu'il faut qu'on puisse recruter les gestionnaires des entreprises sur des bases purement professionnelles. Confier ces recrutements à des cabinets spécialisés. Il y a des cabinets de chasseurs de tête, il y a des cabinets spécialisés. Ça existe ici en RDC? Oui, quand même. Bon, il y a le CADISEC à un moment donné qui faisait ce travail, qui est un centre d'action pour les dirigeants chrétiens, qui appartient aux jésuites, on avait, je crois même en 2008, on avait fait un genre de recrutement par concours avec l'accompagnement des copyrights, mais ce n'était pas allé jusqu'au bout. C'est pour ça que moi je préfère que ça soit confié vraiment à des cabinets indépendants, que l'État ne se mêle pas, qui commencent à établir, élaborer les profils des managers. Parce que les gestionnaires d'une entreprise comme je ne sais pas moi, comme la RVA, c'est peut-être pas les mêmes profils que les gestionnaires d'une entreprise comme la SNCC ou la GECAMINE. On commence par voir par rapport
à la nature de l'entreprise, à ses activités, à son importance, à son poids. Il faut quelqu'un qui à la fois maîtrise les problèmes du secteur, il a une compétence sectorielle et une compétence managériale. Pour ne pas perdre beaucoup de temps. Quelqu'un qui tombe comme ça, de nuit, qui par exemple est un journaliste, on le nomme. Mais il sera entouré de conseillers, là, des experts qui vont essayer de l'orienter. Vous pouvez être entouré des experts, mais vous savez, la dernière décision d'un leader ou d'un manager est toujours une décision solitaire. Vous recevez des conseils de plusieurs personnes, mais à la fin, il peut arriver qu'on vous donne des conseils qui sont contradictoires. Alors comment vous faites pour choisir la bonne décision à prendre? Donc vous avez des processus de décision, vous devez avoir quand même des éléments d'appréciation qui doivent être liés et de par votre formation et par votre expérience. Ça vous donne des outils d'appréciation. Donc, au minimum, même si vous n'êtes pas un technicien du domaine, vous devez au moins avoir une compétence managériale, une compétence de manager, la capacité de savoir... Mais une personne qui a déjà dirigé, par exemple, un ministère, elle a quand même cette compétence-là, elle peut quand même émerger dans d'autres domaines. Un ministère? Oui, peut-être. Je ne sais pas, si vous prenez... Je n'ai pas bien compris votre question. Parce que vous parlez de la compétence, vous parlez de l'expertise. Une personne qui a déjà dirigé, elle a déjà cette expertise-là. Attention, on peut avoir un leader politique qui n'est pas nécessairement un manager d'entreprise, parce que quand vous êtes à la tête d'un ministère, vous devez avoir une vision, vous avez une vision et vous êtes dans un programme gouvernemental, vous êtes entouré de collaborateurs, vous avez une administration qui est là, qui est censée maîtriser les questions techniques et vous faites les choix politiques. Mais quand vous êtes à la tête d'une entreprise, les fonctions, il y a les 5 fonctions essentielles des managers telles que décrit par Taylor en temps. Il y a planifier, coordonner, organiser et contrôler, donc, et commander. Donc, ce sont des choses, vous devez avoir des compétences de planification, des compétences de commandement, des compétences de coordination, des compétences d'organisation, des compétences de contrôler. Donc, il faut déjà avoir un minimum de qualités essentielles à la fonction de manager. Mais bon, si vous n'avez pas ces compétences-là vous-même, il faut que vous ayez un entourage, une équipe forte qui a ces compétences-là. Mais le système de désignation des mandataires, qui est fondé sur le clientélisme politique, souvent amène les dirigeants qu'on nomme dans l'entreprise à avoir les mêmes comportements. Il vient s'entourer, il vient aussi avec les membres de son parti. Mais des gens qui n'ont peut-être pas la maîtrise de la chose. Ce sont soit des membres de famille, soit des membres du parti, et qui viennent, parfois on les nomme même des directeurs dans une entreprise dans laquelle ils connaissent. Et alors, vous voyez, il y a des entreprises où nous apprenons, je ne sais pas, il faut le vérifier, qu'il y a eu, par exemple, peut-être un chef de bureau qui est devenu DG, alors qu'au-dessus de lui, il y a des chefs de division, il y a des directeurs, et tout ça. Bah, il a seulement reçu une grâce. Parlons en termes de grâce, peut-être. Bon, donc, ça peut poser quand même des problèmes. Parce qu'il y a un problème de... Comme dirait quelqu'un, je sais, il y a un dicton que j'ai trouvé dans mes lectures là. Quand on injecte la médiocrité, on éjecte la méritocratie. La méritocratie. Quand on éjecte la médiocrité, ça éjecte la méritocratie. Donc quand vous mettez des gens qui ne sont pas compétents à la tête d'une organisation, ils éjectent
les personnes compétentes. Ils sont difficiles à être compatibles, parce que, comme nous avons une loi en économie en matière monétaire, la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Moi, je dis, les incompétences chassent les compétences. Mais pourquoi pas parce les compétences? Parce que quand vous êtes là, dans votre chaîne, si on vous donne quelqu'un qui n'a aucune compétence pour gérer la chaîne, et que vous venez, vous commencez à venir lui donner des leçons, des conseils. Oh non, DG, ici, c'est pas comme ça. Il va commencer à vous éviter. Vous éviter, c'est pas vous évacuer. Vous êtes devenu vraiment vous venez lui donner des leçons, et vous faites ressortir toutes ces erreurs. Donc il faut que la personne, si elle n'a pas les compétences, il faut qu'elle puisse avoir beaucoup d'humilité. Parce que la compétence est composée de trois choses. Le savoir, la connaissance, le savoir-faire, donc la capacité de transformer ce savoir en résultat, à la mettre en pratique sur le plan opérationnel, et le savoir-être. Être avant de faire. Il faut avoir notamment de l'humilité pour apprendre, accepter qu'on puisse vous apprendre des choses quand vous ne savez pas. Au travail quand même. Donc, l'apprentissage est extrêmement important dans une organisation. Mais il y a d'autres problèmes qui sont spécifiques. Nous en parlons au niveau institutionnel. Les modes de désignation des mandataires, c'est un problème institutionnel. Le problème de la tutelle, le problème d'aujourd'hui de l'État qui est unique actionnaire. Mais il y a des problèmes managériels, donc des problèmes de comportement. Alors, les gens qui gèrent, il y a des problèmes qu'on trouve dans ces entreprises. Il y a l'endettement, nous allons parler dans ces pays qui sont fortement endettés. Il faut un plan d'assainissement, d'appurement social pour réduire les dettes. Parce que pour même qu'on vienne, pour que les gens viennent vous apporter de l'argent, viennent s'associer avec vous, il faut assainir d'abord. Il faut assainir. Quand vous avez une entreprise, vous voulez attirer d'autres investisseurs. Ils savent que vous êtes très endetté. Ils disent, enfin, si moi je viens avec mon argent, ça va tout de suite servir à éponger la dette, ça va être englouti. Il y a des problèmes de pléthore du personnel. Parce que justement, quand on a engagé, souvent chaque fois qu'on change de manager, ils viennent avec leur genre. Le népotisme, le clientélisme, soit des membres de famille, soit des membres des partis. Alors, on se retrouve avec des gens qui sont plus nombreux qu'on a besoin. Et parfois, on trouve des gens. Par exemple, en tout cas, le temps que j'avais passé à Matadi, on constatait qu'au port de Matadi, il y avait plus des administratifs que des techniciens. Alors que le port a plus besoin des techniciens que des administratifs. Des électriciens, des ajusteurs, des manutentionnaires, et tout ça. Mais quand vous avez plus des administratifs, donc il y a une carence des techniciens, il y a l'efficacité du travail, il n'y est pas. Donc, ce sont des problèmes qu'il faut assainir. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut renouveler les investissements, l'outil de production. Beaucoup de ces entreprises ont leur outil de travail qui est devenu vétuste, parfois obsolète. Obsolète, vous voyez, bon, la RVA, il y a un effort qui a commencé avec notre argent que nous payons avec les GoPass, tout ça. Vous voyez, il y avait des aéroports sans balisage. Pas de balises, les avions. Il y a des aéroports où la nuit, vous ne pouvez pas atterrir. Si vous prenez un peu de retard, vous devez dormir. Dormir directement. Alors que ce n'est pas prévu. Il y a vraiment le respect, par exemple, dans les domaines aériens, là, il faut respecter les horaires, il faut avoir un équipement, des avions qui sont en état de voler. Il y a des avions qui vous tombent en panne, vous arrivez à une escale, vous êtes bloqué. Alors, donc, il y a tous ces problèmes-là qui, dans les entreprises qui fonctionnent totalement comme des entreprises privées, un manager, un directeur général d'une société privée, mais une société mixte où l'État est actionnaire. On voit des sociétés comme les Midema, comme les sociétés pétrolières, CEP,
vous ne pouvez pas trouver un pléthore du personnel parce que bon, vous n'êtes pas libre de prendre les gens ça, comme oui. et puis vous ne pouvez pas engager n'importe qui s'il ne répond pas à un profil, un profil de poste. Et si quelqu'un ne donne pas satisfaction, on les fait partir. Mais des gens qui sont des recommandés. Des recommandés, donc quand ils sont là, même s'ils ne font pas son travail, on est obligé seulement de les garder parce que vous allez avoir des pour problèmes. Pour ne pas fragiliser les relations, Or, pour évoluer, on a besoin de la compétence. De la compétence. Alors, qu'est-ce qui va changer? Vous allez donner des pistes de solutions, des défis à relever, mais qu'est-ce qui va changer? Alors, dans le temps, le ministère portefeuille élaborait des contrats de performance signés avec les mandataires. Donc, quand un mandataire arrive, on lui donne un cahier de charges, un contrat de performance. Voilà les objectifs que vous devez atteindre. Vous devez, par exemple, vous avez trouvé un déficit de temps, vous devez le réduire. Après une année, le réduire d'un tiers, peut-être après 2 ans, le réduire de moitié, et puis peut-être au bout de 3 ans, il faut éponger ce déficit-là, il faut assainir, diminuer l'endettement, peut-être améliorer les capacités du personnel, gagner de nouveaux marchés, réhabiliter l'outil de production. Donc, ce sont ces contrats de performance-là dont le Conseil supérieur du portefeuille était responsable de les évaluer régulièrement. Et normalement, on devait évaluer, coter et sanctionner. Et sanctionner n'est pas seulement quelque chose de négatif. Sanctionner soit positivement, des gens qui auront fait preuve de méritocratie, qui auront respecté. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse devenir rigoureux dans les contrats de performance. C'est ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Il faut une gestion axée sur les résultats avec ce qu'on appelle des initiatives à résultats rapides. On peut voir dans la première année quels sont les résultats qu'il faut atteindre rapidement pour redonner confiance. Redonner confiance et au personnel pour qu'il soit revitalisé, redynamisé. Redonner confiance aux partenaires, les gens qui peuvent être attirés à investir dans l'entreprise. Redonner confiance aux banquiers pour qu'ils puissent éventuellement commencer à vous financer. Et donc, il faut vraiment que les contrats de performance, ça ne se limite pas à être un document en signe, parce qu'il y en a des contrats de performance qui sont là avec des entreprises, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on demande où en est-on, quels sont les contrats de performance qui ont été signés, qu'est-ce qui a été exécuté, et là où ça n'a pas été exécuté, quelles sont les sanctions qu'on a prises. Donc, il faut que les organes de contrôle fonctionnent. Vous avez posé la question aussi à des audits, donc, notamment les commissaires aux comptes, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, et même le Parlement. Le Parlement a sa mission de contrôler. Malheureusement, comme nous avons dit, on a vu qu'on a nommé un certain nombre de parlementaires dans les conseils d'administration des entreprises, alors qu'eux, ils doivent contrôler. Quand ils se retrouvent en même temps gestionnaires, ça devient compliqué. Alors, en guise de conclusion, que pouvons-nous retenir de la gestion des entreprises publiques de l'État? Qu'est-ce qu'il faut? Votre conclusion. Ah, nous sommes déjà à la conclusion. Voilà. Déjà, ça passe vite. Donc, c'est pour dire que on a nommé des nouveaux conseils d'administration, des nouveaux mandataires, mais on n'a pas, semble-t-il, apparemment, on ne s'est pas attaqué au problème de fond. On ne s'est pas attaqué au problème de fond parce que les problèmes de fond, qui sont les problèmes d'assainissement de la gestion de ces entreprises, j'ai oublié de mentionner le fait que l'État est lui-même parfois les plus grands débiteurs de ces entreprises. Des entreprises comme la SNEL, la Régie des eaux, on a vu ça. Endettement, on a vu ça. On a vu d'ailleurs que les mois qui étaient gratuits, apparemment l'État n'a pas payé, alors on est venu les répercuter sur les factures. Les factures ont triplé le mois de mai, alors les gens ne sont pas capables de payer. Ces entreprises, ça va aggraver leur situation parce qu'eux-mêmes, ils ont difficile à payer leur personnel. Donc, tous ces problèmes de fonds-là, les problèmes liés à leur endettement, liés à leurs investissements, liés à pléthore du personnel, liés à la vétusté de leur équipement, donc nécessitent réellement de véritables contrats-programmes qui permettent à la fois à l'État qui est le propriétaire unique aujourd'hui de respecter ses engagements et aux gestionnaires
de respecter aussi les contrats, et celui qui ne respecte pas ses engagements de part et d'autre devrait être sanctionné pour que les choses puissent aller de l'avant. Oui, la loi est dure, c'est la loi. Nous sommes dans un état de droit. Merci, M. Simon Bosso, d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, veuillez nous rappeler votre numéro de contact. Oui, il faudrait peut-être le mettre sur la bande finance. C'est comme ça, quand c'est déjà appel, ils appellent toujours Madame Nacha. C'est ça, moi je suis... Donc, le 085 0151 720. Ok. 085 0151 720. Je suis à votre disposition pour des échanges en direct. Merci beaucoup, M. Simon Bosso, de nous avoir éclairés. Hein. Nous sommes aussi éclairés, nous aussi, nous apprenons, parce que l'économie Madame Nacha devient économiste. nous concerne, nous tous. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Donc ça marche de pair. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce soir, nous allons parler de la gestion des entreprises publiques avec M. Simon Bosso Kiamputu. On se retrouve prochainement. À très bientôt.